Heureux de vous retrouver ce jour, mesdames et messieurs, bonjour. Aujourd'hui, nous allons nous entretenir avec monsieur Philemon Malonga. Monsieur Philemon Malonga, bonjour. Bonjour. Est-ce que vous pouvez vous présenter? Bon, succinctement, je peux vous dire que je suis né en 54 dans un petit village situé à 5 km de Cailly, à l'époque Jacob, et qui s'appelle Caille. J'y ai fait mes études primaires. En ce temps-là, pour entreprendre les études secondaires, il fallait se rendre dans les grandes villes. Il n'y avait que le lycée à Pointe-Noire. Je suis venu au lycée Victor Gagnon, donc je suis resté la sixième en troisième. Et puis j'étais animé par une autre ambition. Je suis allé au lycée technique, où j'ai fait donc 3 ans pour avoir le bac technique en 73. Et par la suite, j'ai été orienté pour la France et pour la Belgique. Et j'arrive en Belgique après 4 ans. Je suis revenu, j'ai failli travailler, mais j'étais trop jeune. Je suis reparti en France pour faire le doctorat en sciences de gestion. Et souvent, les gens me confondent à un économiste. Il n'y a qu'un rapport entre l'économiste et le gestionnaire. L'économiste, il travaille de manière macro, c'est-à-dire il travaille la plupart du temps dans le domaine de la fonction publique et tout ça. Par contre, nous, on a été formés pour gérer le micro, c'est-à-dire l'entreprise. Autrement dit, j'aurais pu m'appeler un docteur de l'entreprise parce que nous sommes là pour réfléchir comment trouver des solutions afin de mener l'entreprise vers l'objectif que c'est fixe. Quels ont été les postes que vous avez occupés relatifs à votre formation? Quand je rentre en 80, je suis à l'université Marion Wabi. À l'époque, c'est l'INSEE Jacques. Je suis donc assistant au niveau de l'Institut supérieur de la partie gestion, le département de gestion qu'on appelait. 2 ans plus tard, je crois que j'ai attiré l'attention de certains responsables, parce que je suis parti dans le ciment. Je suis resté presque 9 ans comme directeur financier dans une entreprise qu'on appelait Silo à Ciment du Congo, qui était créée à l'époque pour relayer un peu les manquements de la Sidolou de l'époque, le temps que Sosiko se mette en place à cette époque-là. Et en 92, je suis revenu à l'université. J'ai toujours été à l'université et dans l'entreprise, où j'ai été nommé comme secrétaire académique à l'Institut supérieur de gestion pendant 2 ans. Et par la suite, je me retrouve ici à Pointe-Noire à la MAB, unité d'éléments de bêta, où j'ai occupé les postes de la direction des approvisionnements et du marketing. Et par la suite, plus tard, quand j'ai fini avec eux, après ma mise en disponibilité, je suis reparti à l'université pour prendre possession de mon poste jusqu'à ce que je parte à la retraite. Votre expérience au niveau de SIASIC? SIASIC, c'était une belle expérience parce que c'est après les études théoriques où j'ai fait des études de sciences financières et comptables à Bruxelles, le doctorat en France. Eh bien, je n'avais jamais été dans le monde du travail. Donc, ça m'a permis de comprendre, d'avoir une belle expérience au niveau de SIASIC, où j'avais comme directeur, je suis obligé de le nommer, M. Florent Tiba, pendant 9 ans. J'ai beaucoup appris auprès de lui. Et également, ça m'a permis d'affirmer mon expérience professionnelle et de m'adapter à beaucoup de choses. Donc, oui, nous avions le ciment. À cette époque-là, c'était pratiquement le quasi-monopole. Tout semblait couler de tout seul, quoi. Donc, si on est resté 9 ans, c'est qu'on répondait quand même aux qualités, dans la mesure où je n'ai jamais été militant dans un parti politique, je n'ai jamais adhéré à un syndicat, je n'appartenais à aucune association. Donc si j'ai été maintenu pendant 9 ans, c'est parce que techniquement, il m'était peut-être reconnu certaines compétences. Et même quand j'arrive à la MAB, je suis resté, je n'ai jamais été militant et tout, j'ai été reconnu comme quelqu'un qui était capable de faire quelque chose. Et voilà comment je reste au niveau de la MAB. Et encore la MAB, c'est un entreprise très très difficile quand j'arrive parce qu'elle n'a plus rien. Et pendant 4 ans, on a tenté de faire ce qu'il fallait, mais malheureusement, on était incompris parce qu'il y avait un problème culturel entre nous qui arrivons, qui avons envie de faire quelque chose, et ceux qui étaient là, qui avaient des mentalités autres et qui ont fait que la MAB un jour finit par terminer. Et donc, avec cette expérience, j'ai pu faire rejoindre l'université pour faire profiter à mes étudiants toute cette accumulation de pratiquement 14 ans. J'ai oublié de vous dire qu'en fait, mon premier poste, c'est comme directeur de projet de l'ISI, où je suis allé lancer le projet FERCO. Et à l'époque, j'ai dit que ça ne verra jamais le jour. J'ai eu quelques amis, mais n'empêche qu'ils ont compris. Voilà comment ils m'ont envoyé donc dans le ciment. Vous n'étiez pas dans la recherche? J'étais dans le monde professionnel. La recherche, c'est difficile parce que dans ce pays, il faut que tu sois dans des conditions de minima pour faire la recherche. Parce que vous arrivez,
On ne vous affecte pas les moyens. Aujourd'hui, je vois les gens qui sont restés à Mariangouabi. Les gars, ils n'ont rien. Il n'y a pas de salle machine, il n'y a pas de Wi-Fi, il n'y a rien. Ils n'ont pas les moyens de faire la vie, ils ne peuvent pas voyager, tout ça, c'est difficile. En fait, mon expérience à l'Université Mariangouabi m'a permis de comprendre qu'on a été tout simplement transformé en fonctionnaire. Vous, pour la plupart du temps, on était payé pour ne rien faire parce que lorsque vous êtes à l'Université Mariangouabi assistant, vous avez l'équivalent de 8 heures par semaine jusqu'à maître assistant. Au-delà, vous n'avez plus que 6 heures ou 4 heures par semaine. Mais qu'est-ce que nous faisons de ce temps-là? Absolument rien. Et pour s'occuper, les gens sont tous allés enseigner dans les écoles privées et tout ça. Au lieu de mettre tout ça au profit de l'Université Mariangouabi, manque de structure et de moyens. Vous avez également mis un peu au niveau du privé concernant les écoles parce qu'on sait que vous aviez géré aussi une université privée. Oui, quand j'arrive ici à Pointe-Noire, en 1994, comme directeur à la MAB, ben, je constate qu'il n'y a pas d'institut d'enseignement supérieur. Donc je vais créer la première école d'enseignement supérieur à Pointe-Noire qui s'appelle à l'époque École supérieure de commerce, donc l'avenue Borbor. Donc cette expérience a été intéressante, les gens qui y sont passés se souviennent. Mais je suis allé parce que j'avais l'impression, je voulais qu'on fasse un BTS national. J'avais besoin de ce challenge. Malheureusement, je n'ai pas été compris. Et voilà comment je vais créer donc... puisque le BTS aujourd'hui, tout le monde peut le délivrer dans la rue. Hein. Et je dis, c'est pas ça. Et c'est devenu comme les églises de réveil. Tous les matins, on se réveille à une école privée et tout le monde fait la même chose. Avec quel type d'enseignants? Parce que lorsqu'on appelle université à Pointe-Noire, qu'on s'appelle institut de ceci, mais quelle est la qualité des ressources humaines que vous avez? La preuve, moi, je ne suis jamais été dans une école privée d'enseignement supérieur. Pourtant, je peux leur faire bénéficier. Mais simplement, qui je vais avoir en face de moi? Des licenciés, des maîtrisards qui sont là. Vous avez une licence, vous enseignez en licence. Vous avez un master, vous enseignez en licence. C'est quand même gênant qui fait que je ne suis jamais intervenu dans ces écoles-là. Avec tout l'aspect que je leur dois, mais je ne suis jamais intervenu dans ces écoles. Parce qu'il y a un problème de ressources humaines sur le plan intellectuel. Il y a des conditions qui doivent être réunies. On a l'impression que le Congo s'en est débarrassé pour dire, bon, au moins, ça permet d'occuper les gens et puis on n'en parle plus. Donc voilà, donc je vais créer l'Institut supérieur de comptabilité par la suite. La vocation, ce n'était pas de délivrer le diplôme, d'envoyer les gens préparer un diplôme national français en matière de comptabilité. Et à cette époque-là, je me souviens, les enfants partaient à Libreville parce que c'était le centre de regroupement, on se retrouvait avec les Gabonais, toute l'Afrique centrale, les Gabonais, les Tchadiens, les Camerounais, on se trouvait au niveau de Libreville où les gens passaient l'examen. Ils partaient même faire leur tournage de stage au niveau de Nice, en France. Et puis la crise va arriver, les gens ne vont plus suivre. Et donc moi aussi je veux dire, bon j'arrête. Mais je ne suis pas prêt, moi, à délivrer un diplôme. Parce que je n'ai pas la qualité requise pour délivrer un diplôme à quelqu'un. Ça veut dire que vous aviez eu des partenariats à l'époque avec ces universités privées. J'étais connecté directement à l'Académie de Nice. Nous faisions un programme national, comme un peu fait le gars du CNED, comme on fait un peu le lycée Charlemagne, au niveau secondaire. Mais nous, on le faisait au niveau supérieur. On n'avait pas un programme. Le programme venait du ministère français de l'enseignement supérieur. Et nous préparions le même diplôme que les étudiants français à la même heure et au même moment. L'État reconnaît les instituts, mais il ne reconnaît pas les diplômes. Il y a un flou là. Je veux prendre un peu le cas des églises de réveil par analogie. Combien d'églises de réveil sont reconnues par l'État? Et combien d'églises de réveil se créent chaque jour? Oui, en matière de médecine, on a vu des gens commencer à créer des écoles d'infirmiers, on a dit non, ça c'est sérieux, il faut arrêter. En matière d'enseignement, on a vu des gens créer des instituts, on a dit non, ça il ne faut pas faire ça. L'État intervient. Mais là, l'État est resté impuissant pour la simple raison que l'État n'avait pas la capacité de manager tous ces établissements-là. Parce que l'université Mariangouabi est surpeuplée. Donc ça leur fait une bouffée d'air. À l'époque, même on a envoyé les enfants dans ces écoles-là pour aller ramasser des diplômes. De toute façon, personne ne les récupère. Pas même l'État. Imaginez que vous avez un BTS en comptabilité. Et le gars vous dit c'est reconnu par la fonction publique. Est-ce que la fonction publique recrute des comptables? Non. Si on a plus des comptables, ils passent par l'ENAM ou l'EMNA. C'est là-bas qu'on forme des cadres de la fonction publique. Mais vous avez un BTS en marketing, il dit en marketing, on vous dit, il est reconnu par la fonction publique, mais la fonction publique a besoin de quel marketing? Il y a suffisamment de propagandistes pour s'occuper de l'État que de ça. C'est ça le drame de chez nous. Mais la plupart se révoltent, se disent, nous sommes reconnus par, les diplômes sont reconnus par la fonction publique. Non, la fonction publique a l'EMNA
pour les cadres moyens et il a l'ENAM pour les cadres supérieurs. Maintenant, qu'est-ce qui se faisait au niveau du Conseil national de l'enseignement supérieur? C'est un pays difficile où on n'a pas une vision. On n'a pas compris qu'il faut des fondamentaux dans l'éducation. Dans l'éducation, tout va à volo. Tout le monde fait ce qu'il veut. Tout le monde se réveille et crée une école. Et l'agriculture attend des cadres qui ne sont pas là. L'élevage attend des cadres qui ne sont pas là. La forêt attend des cadres qui ne sont pas là. Et tout le monde fait comptabilité. Tout le monde fait banque. Il y a combien de banques? Tout le monde fait assurance. Il y a combien de compagnies d'assurance? Tout le monde fait transport et logistique. Il y a combien d'assurance? Il y en a même qui font production pétrolière. Alors vous allez apprendre à quelqu'un à produire le pétrole comment? Mais on forme des gens dans le génie pétrolier. On forme des ingénieurs aujourd'hui. Demain, le Congo aura besoin de conquérir le pétrole. Mais il faudra des ingénieurs dans ces domaines qu'il faudra former dans les grandes écoles qui viendront prendre le relais. Mais si vous sortez avec production pétrolière, c'est extraordinaire hein, qu'on apprend à quelqu'un à produire le pétrole. Il va le vendre où? Même pas distributeur de pétrole, mais producteur de pétrole. Vous voyez? C'est ça la difficulté, c'est qu'on a l'impression que l'État s'en fout. L'éducation est malade, à l'image de la santé et bien d'autres secteurs. Donc, conclusion, le Conseil national de l'enseignement supérieur normalement ne devait pas avoir lieu. Puisque c'était en quelque sorte une manière de discuter ou bien de débattre de toutes les questions liées à l'enseignement supérieur, tant au niveau du privé qu'au niveau de l'État. Oui, il faut d'abord que vous ayez une vision dans le domaine de l'enseignement, que vous ayez des objectifs, que vous mettez en place des stratégies. En Tunisie, moi j'y étais. Toutes les écoles ont le même programme qui est fixé par le ministère de l'enseignement avec les mêmes conditions d'examen. Toutes les écoles, vous que vous soyez. Oui, donc ce n'est pas une école qui se réveille, qui crée un programme. Vous êtes journaliste, prenez quatre établissements dans la même filière. Vous aurez quatre programmes différents, avec des contenus différents, avec des volumes horaires différents. C'est ça le drame. L'État pouvait laisser faire, mais moi l'État pouvait encadrer, au moins en disant, voici ce que j'attends de celui qui va sortir, dans quel que soit le domaine. Mais je vous dis que quel que soit, vous allez dans 5 établissements, eh bien vous aurez 5 programmes. Chacun avec ses conseils de recrutement, chacun avec ses professeurs, c'est parfois des copains qui viennent pour enseigner, c'est des coquins qui viennent enseigner, on ne sait pas. Et plus, ça fait du bruit. Monsieur Philémon Malonga, vous êtes également promoteur du complexe scolaire BISI. On reconnaît ce complexe par ses bons résultats au niveau des examens. Et on a vu par le passé l'actuel Premier ministre fermer une école dont j'étais le nom ici pour favoritisme. Est-ce qu'au niveau de BISI, vous n'aviez pas à l'époque financé afin que votre école soit toujours parmi les premières au niveau des examens d'État? C'est l'esprit entrepreneurial. Hein? Lorsqu'on a l'esprit entrepreneurial, ça veut dire qu'on sait qu'est-ce qu'on vise. Est-ce qu'il y a un marché? Qu'est-ce que les gens attendent de moi? Et comment je peux faire pour satisfaire ces besoins? À Brazza, j'avais une boulangerie. Quand je viens ici, je vous ai dit, la première chose que je crée, c'est BISI va venir après. C'est d'abord l'enseignement supérieur. Et après, je vais créer un hôtel. Oui, c'est l'esprit entrepreneurial. À l'époque, ceux qui venaient à l'époque au Garden Field avaient une satisfaction. Parce que c'est ça, je répondais à un besoin. Donc lorsqu'on crée BISI, c'est pour répondre à un besoin. Ce n'est pas quelqu'un qui a faim qui va créer une école. C'est quelqu'un qui a une expérience dans l'enseignement, qui se dit, tiens, on peut faire mieux. Donc on va créer, je vais créer donc BISI, non pas parce que c'est pour moi un emploi que je crée, mais je crée l'emploi pour les autres. Mais moi, ce n'est pas ma raison d'être. C'est une façon de pouvoir dire, je peux faire mieux par rapport à ce que j'ai fait hier. C'est comme ça que je peux justifier le succès de BISI, qui a qu'un seul BISI. Mais à l'époque, vous n'osez pas parler de Montesquieu, c'était normal, c'était un businessman. On trouvait les Montesquieu dans tous les fonds fils, dans tous les coins de la ville. C'était devenu une affaire, ce n'était plus une école. Et il va de soi que lorsque vous voulez convaincre, il faut bien créer les conditions. Et comme la corruption fait partie de notre culture, ben, il fallait tout simplement être là-bas. Et eux-mêmes se battaient pour aller voir au niveau de kit de droit comment faire que les enfants réussissent. Et d'ailleurs, le taux d'échec que nous avons à Mariam Gwabi, en partie, c'est dû à ça. Quel est le secret de BISI pour qu'il tienne la tête jusqu'aujourd'hui? Le secret, c'est que je demande à mes collaborateurs de dire, nous avons un objectif. C'est faire que les parents qui investissent, parce que les parents qui viennent chez nous,
investissent. Qu'est-ce qu'investir? C'est se priver à un moment donné pour un gain futur. J'ai du mal à comprendre qu'un parent qui a dépensé 30 francs par mois pendant 9 mois et que son enfant ne réussisse pas, c'est un sale investissement. Donc nous devons pousser les enfants à réussir pour rentabiliser l'investissement de leurs parents, également pour satisfaire leurs propres ambitions. Donc, quoique c'est pour un parent, avoir le BPC, avoir le bac, c'est aussi la raison d'être d'envoyer son enfant là à l'école. Et pourquoi l'envoyer à l'école publique, à l'école privée, plutôt que l'envoyer privée? Je vous dis que moi, si j'avais un gossard, aujourd'hui, je le mettais à l'école publique. Parce qu'on a un meilleur encadrement et on vit une autre expérience. Les enseignants qui interviennent, la plupart du temps dans les écoles privées, mais ce sont des gens qui viennent de l'enseignement public. Monsieur Malonga, je sais que c'est une question qui fâche un peu, mais je suis quand même obligé de la poser. On parle souvent des notes sexuellement transmissibles. Et il y a un slogan, seule la cuisse libère. Est-ce qu'à Bizi, il y a eu ce phénomène? Non, c'est un phénomène global. Vous avez au niveau de l'université Mariengouabi, quand j'y étais, aussi on parlait de notes sexuellement transmissibles dans les collèges et tout ça. Ça existe, mais vous savez, lorsque quelqu'un justifie son échec, moi j'ai été étudiant. Dans les années 80, quand je suis parti dans les années 73, peut-être nous étions partis 10. On n'est que 3, 4 à être revenus. Mais les autres, ils n'ont pas réussi parce que il faut bosser. Et motif, c'est le racisme. Moi, je peux vous dire que j'ai vécu en Europe pendant presque 8 ans. Je n'ai pas vécu un cas de racisme. Mais quelqu'un qui veut justifier quelque chose va trouver un argument. C'est un enfant qui étudie normalement, qui peut justifier ses notes. En vertu de quoi un prof peut le faire. Mais c'est ça. Si tu passes ton temps à te faire belle, à aller convaincre dehors, tu passes ton temps à aller prier, mais tu veux quand même des notes. Vous savez, des enfants qui ne prient pas. Il y a la prière, ils y sont. Hein. Mais là-bas, il n'y a pas un Dieu sexuellement transmissible pour aller au ciel. Pourtant, les prêtres, les fameux pasteurs et compagnie, je les prendais à l'image de nos enseignants. Donc, c'est un argument. Et ça permet de mettre le parent à l'aise, de dire si ma fille n'a pas réussi, c'est parce que. Dans 10 ans, on dira parce qu'il y a le tribalisme, parce qu'il y a le journalisme. Vous savez, moi, j'ai souvent entendu parler que pour réussir au concours à Mariengouabi, il fallait être proche, il fallait être du Nord. Je dis non. Pendant les 25 ans que je suis resté, c'est nous qui corrigeons les concours. Vous êtes ici, à Pointe-Noire, vous avez le bac. Les autres sont à Brazza, ils y sont très tôt en train de préparer le concours d'entrée dans ces écoles-là. Et pendant toutes les vacances, ils travaillent. Et vous quittez ici pour aller présenter un dossier pour passer le concours. Ce n'est pas un examen. Et quand vous échouez, papa, il fallait 2 millions. Ce n'est pas vrai. Moi, je n'ai jamais eu 1 million, 2 millions. Donc oui, ce n'est pas propre dans les écoles privées, l'école publique. Mais et le bac, c'est aussi sexuellement transmissible. Est-ce que le BPC est sexuellement transmissible? C'est bien que faire que votre enfant, même si c'est le cas, mais je ne pense pas qu'on ait entendu parler de bac sexuellement transmissible ou de BPC sexuellement transmissible. Et plus dans les classes de passage. Le problème, c'est que les parents, parce que nous sommes 3, il y a les parents, il y a nous, et puis il y a l'État, ou les écoles. Mais les écoles font ce qu'elles peuvent. Les parents n'accompagnent pas les enfants. Maintenant, jusqu'à présent, l'harcèlement, c'est en Europe, partout ça existe. C'est pas propre. C'est partout dans tous les pays. Dis-moi la preuve, je venais de suivre qu'en Chine, il y a une fille qui s'est plainte parce qu'un membre du haut sommet a abusé d'elle sexuellement. Ça veut dire que ce phénomène existe, c'est humain. Mais ce n'est pas un argument pour justifier l'échec. Mais les enfants qui passent dans les classes supérieures, qui ne le méritent pas. Ça aussi, c'est quoi? C'est des homosexuels. Il n'y a pas que les filles qui passent comme ça. Et puis vous voyez dans ce pays, quand tu commences à visiter, dès que tu échoues, tu es dans une autre école privée. Tu échoues là-bas, tu es dans une autre école privée. On n'a même pas besoin de notre explication. Ce sont les filles qui ne travaillent pas, mais qui veulent avoir la facilité de réussir. Et ce sont ces filles qui vont se retrouver en 3e bloquées parce qu'elles n'ont pas le niveau. Qui vont se retrouver en terminale bloquées parce qu'elles n'ont pas le niveau. Jusqu'à présent, je n'ai pas encore entendu que pour réussir, il faut être du nord ou du sud. Déjà, je n'ai pas encore entendu ça, pour le bac ou le BPC. Et vous allez à Mariengouabi, c'est la même chose. Des étudiantes, moi j'ai encore des difficultés. Je vous dis que parfois il m'arrivait de voir qu'une étudiante à la place de la copie te fait une correspondance. C'est là-dedans parce que c'est l'esprit de paresse. L'esprit de paresse. Donc pour dire que ça existe, mais je ne pense pas que ce soit un phénomène sur lequel on peut s'appuyer pour justifier
le fait que les gens passent en classe supérieure ou pas. C'est normal. Mais c'est propre dans tous les pays. Moi aussi, quand j'étais étudiant, j'ai soupçonné certains profs blancs qui devaient coucher avec nos collègues. Mais je ne pense pas que ce soit un argument pour justifier la baisse de l'enseignement au niveau du Congo. Parce que ce sont pour moi des arguments pour justifier sa propre paresse. On se couvre là-dessus quand on est fille. Monsieur Malonga, vous êtes un homme d'expérience. Vous avez passé beaucoup d'années au niveau de l'enseignement supérieur. Quel est, selon vous, ce qu'il faut mettre en place afin d'améliorer l'image de l'enseignement qui est ternie au niveau de notre pays? La première des choses, d'abord, il faut que l'État se dise, économiquement parlant, comment je me vois dans le Congo dans 10 ans. Quels sont les secteurs prioritaires? Par où il faut former les gens pour répondre aux besoins dans 5 ans, 10 ans. D'abord, c'est ça, c'est planifier. Et puis mettre en place une stratégie pour faire que les gens puissent faire. Il y a des formations qui n'ont plus leur raison d'être. J'imaginais que vous formez quelqu'un en bac G1. Former quelqu'un, aujourd'hui, série A, ça s'est plus ou moins déserté. Mais série A, quelles sont les perspectives aujourd'hui dans notre pays? Donc, c'est les séries scientifiques sur lesquelles vous devez vous appuyer. Vous allez former quelqu'un en bac G3, en bac G2, je veux bien. Mais il y a trop de comptables. Il y a trop de comptables. Donc, il faut orienter les gens dans les secteurs productifs. Dans le domaine de l'agriculture, vous partez depuis la terre jusqu'au consommateur. Vous voyez tous les métiers qu'il y a. Dans le domaine du bois, depuis la forêt jusqu'à dans la maison. Il y a tous ces métiers-là. L'élevage, depuis le poussin, depuis l'agneau, jusqu'au consommateur. Il y a beaucoup à faire. Donc on doit regarder dans ce sens-là pour dire, évitons demain de continuer avec cette éducation, cet enseignement qui est pratiquement désuet, qui est obsolète. Donc nous formons des gens pour des diplômes. Il y a ceux qui, après les études, attendent un emploi. C'est malheureusement ça le problème du Congo. Les gens sont formés pour chercher un emploi. Un emploi, ça veut dire que quelqu'un est là à créer les conditions pour te recruter. Nous devons former des gens capables de créer du travail, d'entreprendre. Dans aucune école ici, que ce soit Marie ou ici, qu'on a vu des cours sur l'entrepreneuriat. Alors que depuis la première année, on devait former des gars dans l'entrepreneuriat, avec les compétences techniques qu'ils ont, pour qu'ils créent. Donc le chômage au Congo, je dirais à la limite, il est volontaire. Il est volontaire. Parce qu'il y a du travail. Chacun de nous est capable de créer son travail. Mais ceux qui chôment, c'est ceux qui continuent à croire que Dieu, pour ceux qui croient en Dieu, a créé des gens qui créent des entreprises, et pour la création des gens qui vont chercher à aller chez ces gens-là. Ça n'existe pas. Tout le monde est par définition. Moi, j'ai travaillé. Je ne me suis jamais compté de mon salaire. Je vous ai dit que j'ai monté une boulangerie. J'ai monté des écoles, j'ai monté des hôtels. Parce que j'estimais que j'avais les facultés pour pouvoir, non pas me compter de mon salaire, on était bien payé à l'université Marie-Ngouabi, mais je voulais exister par moi. Et c'est ça qui manque dans la formation. Comment former une nouvelle race de gens qui vont exister pour eux et pour la nation. Mais pas qui vont exister pour aller taper la porte de quelqu'un à chercher un emploi. On a continué à apprendre les gens, voilà comment on fait un CV. Non, c'est fini ça. Il faut former les gens pour qu'ils soient productifs. La formation, l'enseignement que nous avons aujourd'hui, c'est nous formons des consommateurs. Il faut former des producteurs. C'est vers ça pour moi qu'il faut aller. Il faut une école qui forme des producteurs et non pas des consommateurs tels que nous les formons aujourd'hui. Voilà, il faut une école qui forme des producteurs et non des consommateurs comme aujourd'hui. Cette conclusion m'emmène à vous poser la question de savoir quel est le regard critique que vous portez à l'endroit de la fonction publique. Je vous donne mon avis. Le fonctionnaire congolais est le mieux payé du monde. Vraiment le mieux payé du monde. Parce qu'il est payé pour ne rien faire. 60% des fonctionnaires sont payés pour ne rien faire. Que voulez-vous que je vous dise de quelqu'un qui est au ministère de la pêche quand on sait que les Chinois bombardent des poissons? Il y a des poissons qui meurent de vieillesse parce qu'il n'y a personne pour les pêcher. Vous avez un ministère pour ça. Que voulez-vous qu'on fasse de l'agriculture quand nous importons 80% de ce que nous consommons, de l'élevage? Qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse de ministère des eaux et forêts quand on sait que le bois
que nous utilisons dans nos maisons, pour le meuble, tout ça, nous l'importons. Vous voyez? Donc, à quoi ils servent ces fonctionnaires? Je dis, c'est le mieux pays du monde. Et si moi, j'avais été l'occasion, j'avais l'autorité, je dirais, je veux des gens qui soient productifs, des gens qui soient capables d'être actifs, d'apporter un plus. Allez dans les ministères, regardez comment les gens sont surpeuplés. Là, le bureau qui a été fait pour 5 personnes, ils sont 15 là-dedans. Et que font-ils? Donc, le regard que j'ai sur la fonction publique, c'est qu'il y a eu la fonction publique. De l'époque, on avait besoin de gens. Et aujourd'hui, que ce soit dans l'armée, que ce soit dans la fonction publique, beaucoup sont payés pour ne rien faire. Je veux dire que le regard que je porte, c'est que nous avons, la crise que nous connaissons aussi en partie, c'est dû aussi aux fonctionnaires. Parce que 60% sur l'équivalent de 40 milliards ou 50 milliards pour payer les fonctionnaires, eh bien, il y a peut-être que 20 milliards qui sont payés normalement. Quant aux autres, ils sont dans la fonction publique, ils attendent la fin du mois. C'est les premiers à être au courant qu'on a viré. Alors qu'il ne faut absolument rien. Qu'il faut reformer. Hier, on a transformé ça en dépotoir. On a recruté en masse déjà de bas niveau. Et au niveau supérieur, on n'a pas pris d'égard. Il paraît que quand tu avais 500 000 francs, tu avais 300 000 francs, tu pouvais rentrer dans la fonction publique. Et donc on a pris les gens de bas niveau. Il y a plus aujourd'hui, la pyramide est renversée. Il y a plus de cadres, de gens qu'on appelle aujourd'hui des coro que des cadres. Beaucoup s'en vont à la retraite. C'est ça le règle que j'ai sur la fonction publique. Il faut la rendre utile et surtout créer les conditions pour que si on veut le fonctionnaire, il faut un concours. Croyez-vous en la méritocratie? Je crois. J'ai eu la chance d'être en Europe. On ne m'a pas donné le diplôme. Il y avait le froid, il y avait peut-être un peu l'injustice, l'incompréhension. Mais si je suis arrivé à rentrer dans ce pays avec ce que je vous ai dit, c'est la méritocratie. Je n'ai jamais fait la politique. Je n'ai jamais connu ni l'association. J'ai plein d'admiration pour les congrès. D'abord, je n'appartiens même à aucune religion, vous voyez. Mais ceux qui m'ont fait appel, peut-être ont cru que j'étais à mesure de. Si je suis 9 ans quelque part, à mesure de 4 ans quelque part, à mesure de. À l'université, aussi pendant près de 25 ans. Donc je crois que je voudrais que tout le monde soit comme ça et que quelqu'un soit là parce qu'il mérite d'être là. Le favoritisme, tout ce qu'on retrouve dans ce pays, c'est ça qui gangrène. Mais je crois que la méritocratie, c'est une notion. Vous savez, aujourd'hui on peut être ministre. Quand tu fais pour être ministre? Aucun concours. Aucun examen, rien. Ce sont des relations. Qu'est-ce qu'on peut attendre d'un ministre qui n'a jamais rêvé d'être ministre? Qui ne s'est jamais posé la question sur le domaine dans lequel il va travailler? C'est ça ce que j'appelle la méritocratie. C'est dit quelqu'un, pendant très longtemps, s'intéresser à l'agriculture, par exemple. Donc toute sa vie, il a fait des études sur l'agriculture. Il a fait même un doctorat, il a essayé de poser des questions. Il dit, ça veut dire que c'est quelqu'un qui s'est dit, si je passe ministre, voilà ce que je pourrais faire. Voilà pour moi la méritocratie. Ah, il mérite d'être à ce poste. Je prends l'exemple dans tous les domaines. Hein. Vous vous retrouvez comme ça dans un ministère. Vous n'avez jamais rêvé d'être là. Et le lendemain, vous devenez spécialiste. Vous voyez? Donc c'est ça la méritocratie. En Europe, dans les partis politiques, il y a des gens c'est pratiquement des sous-ministères. Le jour qu'ils ont le pouvoir, automatiquement on sait que telle personne va être à ce poste. Mais chez nous, que ce soit dans les différents partis, on ne connaît pas qui s'occupe de quoi. Vous comprenez? Qui est spécialiste de l'agriculture, de l'élevage, de la santé, de ceci? Personne ne sait. Alors que chez eux, c'est des gens qui sont des spécialistes qui vivent dans le parti où ils sont. Et le jour qu'on a besoin de quelqu'un, on va le puiser pour dire, bon, il est temps de mettre tes compétences là où il le faut. Monsieur Malonga, vous avez déclaré ici que vous n'aviez jamais fait partie d'une religion. Si vous étiez imposé, par exemple, ou bien demandé d'adhérer à un parti, ce serait lequel aujourd'hui? Parce que vous me demandez de choisir entre ce qui est noir et blanc, et de blanc et noir. Je ne choisis pas. Moi, je me dis dans ce pays, ça n'engage que moi, on n'a besoin que d'un seul parti. Lequel? Le parti pour le développement de ce pays, où nous tous on va adhérer, nous tous on va confédérer vers ce parti, pour regarder quels sont les enjeux. Le Congo a besoin d'agriculture, a besoin de santé, a besoin d'éducation, dans quel parti on peut faire mieux la santé que les autres? Tout le monde est dans le... Donc nous avons des besoins primaires.
qui nécessite que nous ayons une adhésion, tout le monde. On supprime les partis. En Chine, aujourd'hui, on les a vus. Il y a combien de partis en Chine? Parce que tout simplement, ceux qui sont au pouvoir ont réussi à vendre le projet à tout le monde et créer les conditions pour que tout le monde adhère et avec la sanction qui va avec. On a vu en Chine des ministres être sanctionnés, des directeurs être sanctionnés, parce que vous sortez du consensus. Oui. Donc, c'est ça qu'il nous faut dans ce pays. Et aussi longtemps que moi je verrai que les gens se battent pour des raisons diverses là-dedans, je n'entrerai pas. Moi, je veux qu'on sache où je vais. Imaginez dans ce pays quelqu'un qui sort de rien, qui est quelqu'un qui devient responsable. Et moi, je vais m'asseoir pour l'écouter, sachant que je peux lui apporter plus que ce qu'il me dit. C'est ça la difficulté dans ce pays. Hein. Je n'appartiens à aucune religion, parce que de toute façon, je ne sais pas, il y a beaucoup de choses que je ne partage pas, donc je n'appartiens à aucune religion. Vous croyez quand même en Dieu? Non. Non plus? Non, je ne crois pas. Je suis croyant. Vous croyez en qui? Ben, j'ai certaines valeurs. Vous savez, tout le monde est croyant. Hein. Si vous dites, M. Malonga, vous croyez en Dieu, je dis je ne crois pas en Dieu. C'est une croyance, non? C'est une croyance. Qu'est-ce qui est mauvais? La non-croyance, c'est une croyance. Mais voilà. Donc moi, j'appartiens à la non-croyance, donc je suis croyant. Je n'ai pas de problème avec les autres croyants. Vous êtes un croyants. peu comme Descartes. Peut-être pas, mais je suis non-croyant. Je crois à certaines valeurs. Je crois en vous, je vous vois. Je crois à tout ce que vous faites. Ça, c'est ma perception. Je ne crois pas à l'invisible. Ce n'est pas l'objet de notre débat. Est-ce que pour vous, Dieu existe-t-il? Vous savez, je ne suis pas chrétien, mais j'ai dans la Bible que Dieu nous a créés à son image et à sa ressemblance. Et si je vous dis que vous êtes Dieu, donc je crois que Dieu existe, puisque vous êtes là. De quel Dieu il s'agit? C'est pas moi qui l'ai écrit, hein. Il nous a créés à son image et à sa ressemblance. Donc pour moi, vous ressemblez à Dieu. Vous êtes un Dieu, donc je crois en vous. Si c'est le cas, je crois en Dieu. Bah alors, merci M. Malonga. Est-ce que vous avez un point sur lequel que vous souhaitez insister qui n'a pas été clairement abordé au cours de cet entretien? Je vous remercie parce que j'ai voulu partager mon expérience à d'autres, ma perception à moi, sans langage de bois. Je crois que c'est même ça le goût de l'indépendance. Parce que vous savez, pour être libre, il faut être financièrement indépendant. Et toute ma vie, j'ai créé les conditions pour être financièrement indépendant, afin que je sois capable de dire ce que je pense. Et c'est ce vers quoi je vous demande, vous, à tout le monde, de créer les conditions de l'indépendance financière pour qu'ils ne soient pas tributaires dans leur système de pensée et tout ça, de quelques individus qui pensent qu'ils ont été choisis par je ne sais pas qui pour être là et que vous devez tous adhérer à leur cause. Vous n'êtes pas obligé d'adhérer à cette cause-là si vous avez des valeurs qui sont différentes. Moi, je vous dis ce que je pense de l'enseignement, je vous ai dit ce que je pense de la fonction publique. Je vous ai même dit que le fonctionnaire congolais est le mieux payé du monde. Ça ne fera pas plaisir aux gens, hein. Mais c'est une réalité. Que 80% sont payés pour ne rien faire. Pour ne rien faire. Et qui, eux, consomment, voilà. Consomment les richesses nationales. C'est ça qu'on devait, de ça qu'on devait détracter pour dire non, 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 plus jamais ça. La richesse est là. Mais il n'y a pas que ceux qui sont au sommet qui détournent les sous, l'argent. Il y a aussi ces fonctionnaires qui sont payés pour ne rien faire, qui pour moi, eux, sont aussi des gens qui détournent l'argent. Donc il n'y a pas qu'à voir loin. Il y a aussi entre nous des gens qui détournent, mais qui ne sont pas toujours au sommet. Il paraît qu'au sommet, on détourne l'argent. Mais c'est trop loin. Moi, je les vois tous les jours, là, à la fonction publique. Ces fonctionnaires-là, qui sont payés pour ne rien faire. C'est ça aussi. Mais je peux le dire, parce que financièrement, je suis libre, je suis indépendant. Je peux citer les partis, je ne suis pas d'accord, je ne suis pas d'accord. Personne ne m'en voudra, c'est ma perception. Je vous dis, je n'ai adhéré à rien, à aucune cause, à aucune association, à aucune obédience, à aucune secte. Vous voyez? Ni à la franc-maçonnerie, ni à la croix-bois, ça, ce n'est pas mon problème. Vous voyez? Mais pourquoi les gens adhèrent? Parfois, c'est par l'esprit de paresse. Voilà, merci. Nous étions avec M. Philémon Malonga, enseignant, homme d'affaires. L'homme a été clair, il n'a pas mâché les mots. On se retrouve à une prochaine occasion. N'hésitez pas à vous abonner sur notre chaîne CB5 Productions. Merci.